formes, de figures, etc. Et je pense qu'après, il s'est amusé, c'est un jeu qu'il s'est créé lui-même, il s'est amusé à basculer le tableau ou à pencher sa tête et à voir tel ou tel endroit en rajoutant un petit trait, en déformant un petit peu un trait, etc. Il pouvait rajouter des formes. Et il y a une multitude, c'est-à-dire que la Joconde en fait est faite d'une multitude de figures, de formes, d'animaux, etc. C'est une imbrication et au niveau de la composition, c'est vrai que c'est le plus grand tableau du monde, ça dépasse tout, c'est inouï. C'est vrai. Et c'est complètement inouï. Et vous allez voir que si vous vous procurez bien sûr cet ouvrage, ça va véritablement déchaîner les passions et vous allez vous plonger là-dedans pour essayer d'analyser, de comprendre bien sûr. Et c'est criant de vérité parce que lorsque vous avez encore une fois le récit et en parallèle les images, l'analyse précise et le petit focus visuel que vous mettez précisément en exergue comme ça, en faisant une loupe à l'endroit précis que vous analysez, on se rend compte que vous avez complètement raison. Vous parliez de l'attachement de Léonard de Vinci à cette œuvre. Évidemment, il y en a eu beaucoup, mais celle-ci en particulier. Alors, je ne sais pas si on peut dévoiler les choses, mais vous avez une analyse bien à vous par rapport à la Joconde et sur ce qu'elle représente pour Léonard de Vinci. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'il faut rentrer en fait dans disons la biographie et l'histoire de Léonard de Vinci lui-même, telle qu'elle est rapportée en fait, parce qu'il faut imaginer que Léonard de Vinci, c'est un fils illégitime. Il est né par accident en fait d'une amourette entre sa mère, Katharina, qui était une servante, une paysanne, et son père qui s'appelait Ser Piero de Vinci, qui était un notaire. Il est né d'une union, d'une amourette, d'une union illégitime. Et il y a eu des études qui ont été faites sur Léonard de Vinci et sur qui était sa mère biologique et les origines orientales de sa mère biologique. Et avec ces études et puis d'autres études, celles qui m'intéressaient en fait, que je trouvais pertinentes, que j'ai mises dans mon livre, effectivement, j'ai fait une déduction dont je pense que le tableau représente sa mère biologique. C'est la représentation de sa mère biologique. Exactement. J'en veux pour preuve aussi les études de Liliane Schwartz, qui est une graphiste new-yorkaise, qui avait démontré il y a déjà quelques années l'étonnante ressemblance entre l'autoportrait à la sanguine de Léonard de Vinci, qui est très connu, vous savez, où il a une grande barbe, des cheveux très longs, etc., et la Joconde, c'est-à-dire Liliane Schwartz avait superposé ces deux images et montrait la concordance des traits entre les deux, qui était tout à fait étonnante. À tel point que certaines personnes se sont demandé si la Joconde n'était pas Léonard de Vinci lui-même travesti. Après, on peut extrapoler, effectivement. Voilà. Après, on peut extrapoler. Donc, vous, votre analyse, c'est de dire qu'effectivement, la Joconde est la mère biologique de Léonard de Vinci, parce que c'est une vraie souffrance pour lui. Hein. Au travers de ce tableau, on sent bien qu'il a souffert de, évidemment, l'absence de son père et du déchirement et de la séparation avec sa mère. Alors, son père, il l'a eu facilement, en fait. Il est resté avec son père, mais il a été enlevé à sa mère. C'est-à-dire qu'il a été laissé à sa mère biologique tout le temps de l'allaitement, c'est-à-dire avant le sevrage. Et une fois qu'il a été sevré, parce qu'il n'y avait pas de lait de substitution à cette époque, une fois qu'il a été sevré, il a été enlevé, Léonard de Vinci, à sa mère biologique et élevé par son père et sa belle-mère. Et cette histoire d'Isis, Osiris et d'Horus, je pense qu'elle a une résonance dans l'enfance et dans le passé de Léonard de Vinci lui-même. C'est en ça que je ne pense pas que Léonard de Vinci ait fait un tableau mystique par dévotion à une religion égyptienne, etc. Je pense que cette histoire-là, cette mythologie-là, lui parlait à lui, le touchait directement. Parce qu'elle a des échos avec sa propre histoire, avec son propre passé, avec son enfance. Et je pense que c'est pour ça que le tableau est resté avec lui toute sa vie. C'est pas une commande. Pour moi, c'est pas une commande. Hein. C'est pas un tableau. Absolument. C'est une sorte de tableau un peu autobiographique. C'est ça. C'est un travail personnel. C'est un peu sa vie. C'est un peu son âme qu'il a mis dans ce tableau. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure de ce qui a été écrit par rapport à la Joconde. La théorie officielle voudrait que ce soit le portrait de Lisa Gherardini, qui est l'épouse d'un riche marchand d'étoffes florentin. Exact. J'y crois absolument pas. C'est-à-dire pour s'en convaincre, il suffit d'aligner les différents portraits de femmes de riches marchands qu'a fait Léonard de Vinci. Il y en a pas énormément, il y en a 4. Il y en a 3 plus la Joconde. Il y a la belle ferronnière, vous avez le portrait de Ginevra et vous avez la dame à l'hermine. Si vous alignez ces 3 tableaux et que vous mettez la Joconde à côté, vous voyez tout de suite qu'elle n'est pas du tout du même rang social que les 3 précédentes. C'est une femme du peuple, c'est une servante, c'est une paysanne. Ses cheveux ne sont presque pas coiffés, elle n'a aucun bijou, elle a des vêtements assez simples,
de couleur assez sombre, vous voyez tout de suite que c'est pas la femme d'un riche marchand florentin. Et Absolument. Léonard de Vinci a gardé ce tableau avec lui toute sa vie, c'est pas une commande. Alors si effectivement l'univers de Léonard de Vinci, si la légende qu'il y a autour de la Joconde caresse votre esprit ne serait-ce qu'un instant et que vous avez envie d'analyser les choses et d'aller plus loin, procurez-vous vraiment cet ouvrage de Thierry Gallier, 500 ans après sa création, Isis, la Joconde révélée. Mais juste un petit mot avant de vous quitter, Oui. Thierry. Il y a l'anecdote que j'aime beaucoup, au moment où effectivement vous décidez de faire un break et vous allez chercher votre compagne à la gare. Oui. Et puis là, bien sûr, vous racontez un petit peu ce que vous avez vécu ces dernières 48 heures et vous lui dites, voilà, je suis tombé quand même sur une histoire de dingue, j'ai une vraie révélation, quelque chose qui se jette à moi comme ça et il faut que je l'écrive parce que je trouve ça fascinant. Évidemment, votre compagne analyse les choses, vous lui racontez l'histoire d'Isis Osiris, vous faites le parallèle avec vos trouvailles au travers de la Joconde et alors elle arrive à un moment donné de votre histoire et de votre analyse où elle dit « Est-ce que tu vois là la silhouette d'un oiseau ?» Je dirais que c'est un faucon. Et c'est là, je trouve que c'est le point final de la conclusion où on dit « C'est quand même extraordinaire, tout coïncide. » Absolument, c'est-à-dire que ma compagne, Samira, que j'embrasse d'ailleurs, était en province ce week-end-là. Et quand elle est revenue, c'est la première personne à qui j'ai montré ça, mais en étant évidemment un peu stressé parce que j'ai guetté son regard pour voir si je me faisais des idées, pour voir même tout simplement le truc de couper le tableau en deux à la verticale, pour voir si elle voyait comme moi qu'il y a deux personnages. Donc je tremblais un petit peu. Et puis ma compagne s'est prise au jeu, comme d'ailleurs la plupart des gens qui ont lu le livre se sont vraiment pris au jeu et ont cherché, etc. Même des enfants, ils sont très très réceptifs à ça, aux images, etc. Ouais. Et ma compagne, en regardant le tableau, m'a dit sur la manche de l'épaule, sur la manche de Mona Lisa, il y a une silhouette, on dirait un oiseau, on dirait un faucon. Et ça m'a vraiment percuté parce que justement Horus dans la mythologie égyptienne est appelé le dieu faucon. Le dieu faucon. Voilà, et je lui ai dit, t'es sûr c'est pas un oiseau, Non, un faucon. Et ça a été un moment spécial. C'est extraordinaire. Vraiment, je trouve ça fascinant. Je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage de Thierry Gallier. C'est aux éditions Maxines, 500 ans après sa création. Juste, je suppose, parce que ça, c'est comme moi, j'appelle ça un pavé dans la mare, quand même. Oui. Est-ce que quelles sont les réactions, en règle générale, des cartésiens, ceux qui disent que 1 et 1 égale 2 et qu'on peut pas extrapoler comme ça? Est-ce que tout le monde va dans votre sens ou est-ce qu'on vous prend un peu pour un hurluberlu? Alors c'est une interprétation du tableau, même s'il y a des éléments factuels, c'est une interprétation du tableau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui lisent le livre, il y a beaucoup de gens, mais il y a aussi des chercheurs ou des experts. Il y a notamment un expert en art qui s'appelle Xavier Desrouville, qui m'a envoyé qui s'est procuré le livre et qui m'a envoyé un document, parce que lui aussi, ça le passionne. Il m'a envoyé un document récemment, je le remercie d'ailleurs, qui est l'inventaire de la collection Granvelle à Besançon et qui date de 1607. C'est-à-dire 100 ans après que la Joconde eût été peinte. Là, ça fait 500 ans. À l'époque où il y a eu cet inventaire, ça faisait 100 ans. Et vous avez dans cette collection tout l'inventaire de la collection et il est écrit, en page 66, portrait de Joconde, reine d'Égypte, fait sur bois de la main de Léonard de Vinci, sa moulure noircie, haute d'environ 3 pieds et large de 2. Et elle est référencée dans cet inventaire comme portrait de Joconde, reine d'Égypte. Exactement. Portrait de Joconde, reine d'Égypte, la boucle est bouclée. Merci beaucoup en tout cas Thierry Gallier. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci pour cet ouvrage. Merci à vous. Il est en vente, je précise, il est en vente sur Amazon.fr et sur le site des éditions Maxines, évidemment. Et il vaut 19 €. Éditionmaxines.com. Voilà. Avec un tiret entre les deux. Absolument, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup Thierry Gallier, c'était passionnant. À très bientôt. Merci. Et longue vie à votre émission. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.